Bonjour à tous, ici Stéphanie et Sylvie Desclèbes pour un nouvel épisode du podcast Les Adultes de demain. Les Adultes de demain, c'est un échange autour de l'éducation et la parentalité entre d'un côté une mère, Sylvie, entrepreneuse depuis plus de 30 ans dans l'éducation, directrice d'école Montessori, créatrice d'un organisme de formation et auteure dans l'éducation, et sa fille, c'est moi, Stéphanie. Toutes les semaines, nous invitons des experts, des personnalités remarquables ou de simples passionnés qui partagent avec nous la même envie d'offrir le meilleur aux enfants. Car comme le disait si bien Maria Montessori, l'enfant est l'avenir de l'homme. Et nous souhaitons donc vous donner des pistes de réflexion et de potentielles réponses pour offrir aux enfants le plus bel avenir. Alors si vous êtes jeunes adultes, parents, futurs parents, grands-parents, professeurs ou simples passionnés de l'éducation, ce podcast est fait pour vous. Pour suivre toute notre actualité ou échanger avec nous, n'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram Les Adultes de Demain ou sur notre blog lesadultesdedemain.com. Bienvenue sur les pauses éducatives de Sylvie, un nouveau format de podcast en plus de nos discussions quotidiennes. Dans cette nouvelle série de podcasts courts, Sylvie nous décrit des exercices, des activités ou des applications concrètes à mettre en place avec ses enfants, à la maison ou en classe, en lien avec l'éducation et la parentalité. L'idée est que vous repartiez avec encore plus d'idées à mettre en place dans votre quotidien pour égayer votre vie et celle des enfants. Alors bonne écoute! Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui nous a été demandé par plusieurs auditeurs. C'est l'instruction en famille ou école à la maison. On va commencer par une partie pas très amusante, mais par rapport aux lois, parce que n'importe qui ne peut pas faire, n'importe qui peut faire l'instruction en famille, mais pas n'importe comment. Et ça a été très légiféré, très réglementé. Encore plus depuis une loi de 2019 qui régit l'instruction en famille et les écoles hors contrat qui sont à peu près réglementées de la même façon. Donc on sait aujourd'hui que l'instruction est obligatoire pour les enfants de 3 jusqu'à 16 ans et que les familles ont le choix donc d'instruire les enfants dans des écoles ou de faire l'école à la maison. Quand on fait le choix de l'école à la maison, on doit, à la rentrée scolaire, informer le maire et l'inspecteur d'académie de ce choix de mode d'instruction. Et c'est pourquoi les déclarations d'instruction dans la famille doivent parvenir à la mairie et à l'inspecteur d'académie pour la rentrée scolaire ou un peu avant la rentrée scolaire. Donc cette déclaration doit être faite par écrit et indiquer le nom, les prénoms, la date de naissance de l'enfant, ainsi que les noms et prénoms des personnes qui sont responsables avec leur adresse. Bien sûr, l'adresse à laquelle réside l'enfant, si elle est différente de l'adresse de résidence, celle à laquelle va être dispensée l'instruction. On n'a pas le droit de se mettre à plusieurs familles pour faire l'instruction en famille, c'est l'instruction par famille. Donc bien sûr, dans le cas où il y a un changement d'instruction en cours d'année scolaire, on décide par exemple de retirer l'enfant de l'école, et cette déclaration doit être faite dans les mêmes conditions que ce dont je viens de vous parler, et dans les 8 jours qui suivent la modification. Pareil, si on change de domicile en cours d'année, on doit faire les mêmes genres de déclarations. Donc lorsque la déclaration est reçue par l'inspecteur d'académie, il en accuse réception et il envoie à la famille les conséquences de ce choix et il donne une attestation d'instruction en famille qui pourra être présentée pour recevoir les prestations familiales. Donc il y a une loi qui a été l'article 4 du décret du 2 août 2019 qui stipule comment les contrôles vont être effectués. Donc il va y avoir des contrôles du contenu des connaissances des enfants qui doivent être effectués dans les familles ou évidemment dans les établissements d'enseignement privé hors contrat. Donc cet article, il stipule bien que l'acquisition des connaissances et des compétences doit être progressive et continue dans chaque domaine de formation du cycle commun de connaissances, de compétences et de culture, et qui doit avoir pour objet d'amener l'enfant, à l'issue de la période de l'instruction obligatoire, à la maîtrise de l'ensemble des exigences du socle commun.
Donc c'est très important de bien étudier ce socle commun parce que c'est une obligation. Donc il est aussi ajouté que cette progression retenue doit être compatible avec l'âge de l'enfant, son état de santé bien sûr, et tout en tenant compte des choix éducatifs effectués et de l'organisation propre à chaque famille. Ensuite, il y a un autre article important qui est l'article R 131-14 qui précise le déroulement du contrôle, parce que la famille sera contrôlée une fois par an, c'est une obligation, par un ou plusieurs inspecteurs, tout dépend s'il y a un enfant, plusieurs enfants, tout dépend aussi de l'âge des enfants, parce qu'en général, il y a des inspecteurs spécialisés si l'enfant est en maternelle, si l'enfant est en élémentaire, donc s'il y a plusieurs enfants d'âge différents, il peut y avoir plusieurs inspecteurs en fonction du niveau de classe dans lequel l'enfant est supposé être. Donc ce contrôle comporte un entretien avec les personnes responsables de l'enfant et si possible, en général, en présence de l'enfant. Et à ce moment-là, les personnes responsables doivent préciser les démarches, les méthodes pédagogiques qu'elles mettent en œuvre. Ça, c'est très important d'avoir des documents bien faits pour montrer comment on met en place cette instruction. Ensuite, des exercices écrits ou oraux peuvent être demandés à l'enfant, qui vont être évidemment adaptés à son âge, à son état de santé, et qui sont destinés à apprécier, contrôler ses acquisitions dans le cadre du socle commun. Donc, il faut bien lire que c'est marqué écrit ou oral. Donc, en principe, ils ne peuvent pas faire les deux. Donc, si on demande les deux, il ne faut pas hésiter à se défendre gentiment en faisant valoir les droits de l'enfant. Mais c'est vraiment important aussi de bien préparer le contrôle en amont parce qu'en fait, la famille va recevoir un courrier de l'inspection académique indiquant le jour du passage des inspecteurs ou de l'inspecteur. Et c'est important donc de préparer ce contrôle par un dialogue qui est tout à fait possible avec l'inspecteur. C'est bien d'engager un dialogue, c'est bien plus bénéfique d'être dans le dialogue que de se braquer d'emblée, puis de mal répondre ou de ne pas avoir les éléments qu'ils demandent, qui vont aussi les mettre dans un état de mécontentement, ce qui est pas bon du tout. Donc c'est bien aussi de faire part à l'inspecteur de l'aisance par exemple de l'enfant à l'oral et de demander à ce moment-là que le contrôle soit plus fait à l'oral ou inversement si l'enfant est très stressé, très timide, demander que ça ait lieu plus à l'écrit. On peut essayer d'instaurer un dialogue avec l'inspecteur. Donc, la personne qui va être chargée de l'instruction, donc elle va être invitée à présenter au contrôleur des travaux de l'enfant, qui montre ce que fait l'enfant. Et puis, ce qui est très bien, c'est de montrer sa progression. Donc, de montrer les supports que l'on utilise, c'est très recommandé parce que ça constitue vraiment un atout précieux montrant que l'instruction est bien donnée à l'enfant et que cette instruction suit un programme. Donc, c'est important parce que on peut aussi montrer, par exemple, si on se base sur un manuel scolaire, c'est important de montrer les manuels scolaires. Si on base sur un suivi par un organisme type le CNED ou le Gendre, etc., c'est bien aussi de voir qu'on suit ce programme. Parce que ce qu'il faut bien se dire, c'est que les inspecteurs d'éducation nationale sont a priori pas tellement partisans de l'instruction en famille. Ils sont même plutôt contre. Et donc, c'est important de leur montrer que même si on a fait ce choix, eh bien, on peut le faire sérieusement, on est bien informé de ses droits, on est rigoureux dans la présentation des supports, de la façon d'instruire l'enfant, et que c'est un vrai choix, mais qui est bien fait avec des présentations de qualité, des supports complets, variés. Et à ce moment-là, ça va montrer que l'enfant a une vie riche, qu'il reçoit la bonne instruction et que l'enfant, voilà, que c'est un choix qui est extrêmement sérieux. Je connais quelqu'un qui fait l'instruction en famille de cette façon-là, qui a été inspecté l'année dernière par 2 inspecteurs. Et l'inspection s'est très, très bien passée parce qu'elle fait ça extrêmement sérieusement. Elle avait bien préparé son inspection. Les enfants ont été testés gentiment. Et même à la fin, c'était tellement bien que l'inspecteur a dit « Mais pourquoi ne faites-vous pas une école ?» Donc, c'est pour dire que si on fait bien les choses, on peut recevoir tout à fait un accueil très, très aimable de la part de ces inspecteurs. Voilà pour la partie administrative de l'instruction en famille. Et maintenant, on va parler plus de la partie pédagogique, du bien-être des parents, de l'enfant, etc. Donc, on se rend compte aujourd'hui que
comme disait Maria Montessori, que le plus beau cadeau que l'on puisse offrir à nos enfants, c'est le temps. Et c'est vrai que le fait de faire le choix de l'instruction en famille fait prendre conscience qu'en fait, on va donner du temps à nos enfants, on va offrir du temps à nos enfants. Donc, dans ce monde, c'est vrai qu'il va toujours très vite. C'est parfois difficile de se mettre au rythme des enfants quand on a un travail, quand on essaye de les presser, on est obligé de les presser tout le temps. Et même si on veut le meilleur pour nos enfants, parfois, on tombe dans un cercle vicieux où en plus d'avoir peu de temps pour eux, on les fait courir au même rythme que nous et que donc, on leur fait pas vivre exactement la vie que l'on souhaiterait leur offrir. Donc, évidemment, l'instruction en famille, c'est pas mal de renoncements. C'est surtout c'est des renoncements, mais c'est surtout aussi beaucoup de joie, beaucoup de satisfaction de tout donner à ses enfants. D'avoir vraiment la sensation de tout donner à ses enfants, de pas avoir besoin de les sortir du lit le matin, de prendre le temps chaque jour de se promener à leur rythme, d'être au cœur de leurs apprentissages, de transformer notre quotidien pour le mettre à leur hauteur, de savoir se recentrer sur l'essentiel avec eux, de pouvoir leur transmettre aussi toutes les valeurs qui nous sont chères et de se laisser, entraîner en les écoutant, en les regardant et de vraiment passer des années auprès d'eux très fortes et très riches. Bon, bien sûr, cela implique qu'il n'y a pas de salaire pour un des parents qui reste toute la journée à la maison, mais c'est quand même quelque chose qui n'a pas de prix. Alors, faire le choix de l'école à la maison, ça peut être justifié par plusieurs raisons. Par exemple, pour des plus jeunes, ça peut être motivé par le fait que les parents ne sont pas en accord avec le système proposé par l'école traditionnelle. Pour des enfants qui ont des passions comme la musique, comme le sport, ça peut leur permettre aussi de consacrer le temps nécessaire à ces passions tout en continuant leur scolarité. Et il existe bien sûr des sections spécialisées, mais les enfants ne sont pas toujours acceptés. Et puis parfois, ça entraîne le fait d'être en pension parce que c'est loin de là où l'enfant habite et ça peut ne pas convenir à l'enfant et à ses parents. Parfois, c'est une obligation parce que l'enfant est atteint d'une maladie qui rend sa scolarisation impossible. Par exemple, je me souviens quand ma petite fille avait sa leucémie, elle avait une chimiothérapie très importante et donc elle ne pouvait pas être dans des grosses classes où il y avait énormément de microbes, etc., puisqu'elle était trop vulnérable. Nous, on a fait le choix de créer une école parce qu'avec des petits effectifs, etc., mais c'est un autre choix. Parfois, ça peut être pour des raisons de phobie scolaire, d'angoisse ou de stress trop important d'aller à l'école. Bon, parfois, avant, c'était plus par rapport à des adolescents, mais maintenant, ça peut commencer même au niveau de l'élémentaire. Donc, il faut être très vigilant avec ça. J'ai fait d'ailleurs un épisode de pause éducative sur le sujet de la phobie scolaire. Parfois, ça peut être passager parce que l'enfant traverse un mal-être ou s'entend pas avec son professeur ou a des problèmes relationnels dans la classe. Ou parfois, c'est vrai que ça devient une urgence de le retirer de la classe parce qu'il se passe quelque chose qui ne lui convient pas et qui peut le permettre de le protéger de ça. Et puis, ça peut être aussi pour des parents qui partent à l'étranger, qui choisissent de les mettre dans les écoles nationales, avec une autre langue, mais qui veulent tout de même que l'enfant continue sa scolarité, en français par exemple, si c'est sa langue maternelle, et si il va être amené aussi à retourner dans son pays, et donc qu'il devra être au niveau nécessaire pour être avec les enfants de son âge. Donc cette instruction en famille, elle peut se faire de différentes façons. C'est-à-dire pour les plus âgés, on peut décider de leur faire suivre un cours par correspondance type le CNED ou type les cours Legendre avec un suivi par des professeurs parce que je trouve qu'il est très difficile pour les enfants de cet âge-là d'être seuls par rapport à ce cours, mais ça, je ferai un épisode plus long, un autre épisode sur le cas des adolescents. Là, je vais plus me centrer pour les plus jeunes et pour le choix de l'instruction faite par les parents à la maison. Parce qu'en fait, il doit y avoir vraiment un investissement important de la part des parents. Et parfois même, ça implique évidemment certains sacrifices qu'il faut être bien conscient qu'on doit faire. Parce que c'est vraiment une profession à part entière pour celui qui va exercer cette fonction. Donc évidemment, ça peut être aussi, c'est une expérience extraordinaire de partage, de protection de ses enfants, comme je disais, de transmission de valeurs, de choix pédagogiques réfléchis et avec lequel on est en plein accord. Donc ça fait qu'on le vit mieux.
Moi, je sais par exemple que lorsque j'ai fait le choix de créer mon école Montessori pour mes enfants, je m'étais posé la question de soit l'instruction en famille, soit une école, mais j'avais opté pour la création d'une école car le social pour moi était vraiment très important. Et puis, je me sentais pas assez formée, assez professionnelle pour faire toute l'instruction de mes enfants. Et puis, j'avais aussi peur que les gardant à la maison, le retour à l'école qui serait vraiment nécessaire un jour, soit un choc trop important pour eux. Mais c'est vrai que la création d'écoles est compliquée, elle est de plus compliquée encore aujourd'hui. Et donc, c'est parfois même pas possible, même financièrement et tout ça, c'est souvent trop de difficultés, donc impossible. Et puis aussi, je pensais que l'école permettait la rencontre avec des adultes extraordinaires, différents des parents, qui apportaient beaucoup aux enfants. Et donc, j'ai fait ce choix-là. Donc, l'instruction à famille, il y a quand même beaucoup d'atouts. Ça permet de se mettre au rythme des enfants plutôt que leur imposer le nôtre. Ça permet un rythme effréné. Ça permet d'avancer dans les apprentissages à la vitesse de l'enfant et non d'un groupe. Ça permet d'apprendre par l'expérimentation, faire des expériences, permettre aux enfants d'avoir beaucoup de temps de loisirs, des temps à l'extérieur, pouvoir privilégier le rapport à la nature, leur permettre d'approfondir des sujets qui les passionnent, choisir la pédagogie que l'on souhaite. Et donc, bien sûr, on lui reproche souvent d'isoler les enfants qui seraient en manque de contacts sociaux, mais même si c'est vrai qu'on les coupe parfois du contact de l'école, mais il y a beaucoup de solutions qui peuvent être trouvées pour que les enfants soient tout aussi épanouis socialement que tout autre enfant. Il faut noter d'ailleurs que les problèmes de sociabilité sont aussi fréquents par les enfants qui fréquentent les écoles, puisqu'il y a souvent des problèmes d'amitié, des problèmes de rejet des autres, etc. Donc on ne les protège pas en les mettant à l'école de ce problème. Donc, en pratiquant l'école à la maison, souvent on se rend compte que le rythme des enfants est moins lourd que celui de n'importe quel enfant qui va à l'école. Et donc, il est tout à fait aussi possible, en fonction des désirs, des passions de l'enfant, qu'il pratique plusieurs activités extrascolaires sans que son emploi du temps lui inflige trop de fatigue, de courir à droite à gauche, etc. Mais ça ne l'empêche pas de faire de la musique, d'exercer un sport, une activité artistique, etc. Et dans ce cadre, l'enfant va être aussi en relation avec les autres. Il faut aussi savoir qu'il y a des réseaux de parents pratiquant l'école à la maison et que souvent il y a des activités qui sont organisées en commun, comme des visites de musées, des ateliers d'art, des ateliers de musique, des petits spectacles. Et donc les enfants peuvent aussi, ainsi de cette façon-là, se faire très vite des amis et bénéficient aussi de la richesse du mélange des âges. Et puis, rien n'empêche également d'inviter très fréquemment des enfants à la maison pour justement qu'il y ait ce côté social qui se poursuive. Donc, pour être pratiqué, cette instruction en famille nécessite vraiment qu'un parent puisse s'y consacrer entièrement. Donc, ça n'empêche pas une activité professionnelle pour ce parent, mais il faut que ça puisse avoir lieu, par exemple, en travail à la maison, le soir, pour que le parent puisse être présent à ses enfants pendant la journée. Bien sûr, parce que les enfants ont besoin de la présence affective d'un adulte pendant les temps d'école, mais on peut aussi essayer de développer au maximum l'autonomie des enfants, sans les laisser se livrer à eux-mêmes, mais trouver des moments, des plages où l'enfant peut s'occuper aussi par lui-même pour que le parent puisse avoir une petite activité à la maison qui fait rentrer un petit peu d'argent. Donc, il existe aussi plusieurs choix possibles pour les enfants, pour les parents qui décident de pratiquer l'école à la maison. Donc, il y a des cours qui existent, qui sont tout prêts, qui sont envoyés à la famille. Les parents suivent le programme du cours choisi et renvoient les devoirs qui sont corrigés par des professeurs à distance. Et puis, les parents bénéficient aussi d'un accompagnement. Donc, cette option, elle peut être très rassurante, notamment pour les parents qui redoutent l'inspection, qui a lieu donc tous les ans, comme on voyait tout à l'heure. Et ça offre un cadre très strict qui est rassurant également pour l'inspection d'académie. Il y a aussi la possibilité de se détacher d'un cadre rigide comme celui-là en se lançant dans une aventure avec la pédagogie Montessori à la maison. Par exemple, nous, avec
avec nos écoles Athéna Montessori, on a mis en place des plans de travail, des cahiers Montessori, etc. depuis 30 ans. Et on propose ce suivi hebdomadaire avec l'envoi de fiches de présentation, des fiches de manipulation, etc. et des corrections au fur et à mesure et du conseil du CP au CM2. On peut le proposer aussi de le faire. Donc, comme je disais, les inspections, elles sont là pour vérifier que l'enfant reçoit une instruction, c'est normal, hein, et dans la plupart des cas, elles se passent très bien, parce que les inspecteurs sont bienveillants envers les parents comme envers les enfants. Leur mission, elle est de contrôler que l'enfant avance, et si on pratique l'école à la maison avec sérieux, avec motivation, on n'a pas du tout à s'inquiéter de cette inspection. D'ailleurs, on remarque bien souvent que les enfants qui bénéficient de l'instruction en famille, ils avancent bien plus vite que ceux qui sont scolarisés. Donc, le niveau, si on fait les choses sérieusement, est tout à fait correct. Hein. Donc, souvent, une des craintes des parents si on choisit la pédagogie Montessori, c'est l'importance du matériel parce que ça a un coût. Mais il faut bien se dire qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être fabriquées. Il y a des livres qui existent. Moi, notamment, j'en ai écrit un dont je mettrai les coordonnées dans le blog. On peut tout à fait fabriquer son matériel. Il ne faut pas non plus oublier que quand on fait ce choix, ça entraîne aussi des économies. Hein. Il n'y a pas de frais de scolarité, il y a moins de fournitures scolaires, il n'y a pas de frais de cantine, il n'y a pas les trajets. Donc, il y a quand même une certaine économie qui est faite de ce côté qui peut être réinvestie dans le matériel. Hein. C'est important peut-être de se dire que chaque mois, on va mettre une petite somme de côté qui va permettre de s'équiper petit à petit avec du matériel, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de manipulations en Montessori, mais c'est possible avec... il n'est pas besoin de dépenser des sommes énormes comme pour une classe. Hein. Donc, il y a une chose qu'il faut voir aussi, c'est que cette expérience d'école à la maison, ça peut être vu aussi par le parent comme une reconversion, hein, avec une vraie formation. Ça, c'est important de faire une vraie formation. Et puis, on a la pratique avec ses enfants ou évidemment des journées de pratique sur le matériel. Nous, on en propose avec notre organisme de formation Apprendre Montessori. Donc, je mettrai aussi le lien sur le blog de cet article, parce que je pense qu'il est important de se former pour pouvoir enseigner selon cette pédagogie, mais il faut quand même bien la connaître, il ne faut pas faire n'importe quoi, et ça ne suffit pas de regarder sur des blogs. Et c'est important quand même de se former pour faire les choses correctement. Donc, je vais en avoir terminé avec cet épisode. Je vous propose un deuxième épisode la semaine prochaine pour parler de l'organisation qui, pour moi, est importante à mettre en place à la maison pour que cette instruction en famille se passe très bien, parce que je pense qu'il y a quand même des grands principes à retenir qui sont importants et que donc qui feront l'objet de l'épisode suivant, parce que sinon celui-ci serait trop long. Donc il faut vraiment penser à toutes ces démarches administratives, à tous les avantages que comporte ce choix, les inconvénients aussi, se rendre compte que c'est un changement de vie total pour la famille, hein, pour la personne qui va s'occuper des enfants, si on fait le choix. Mais pour les jeunes enfants, c'est important de faire ce choix-là. Et donc, je vous propose qu'on se revoie la semaine prochaine pour parler de l'organisation de cette instruction en famille. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcast. Cela nous aidera à mieux ressortir et surtout à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn, en tapant « Les adultes de demain ». Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie, je vous invite vraiment à aller voir son blog sylviedesclèves.com ou à la suivre sur Instagram en allant sur son profil sylviedesc, DESC-Montessori. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr. On a hâte de vous retrouver vite et à très bientôt sur Les Adultes de demain.